Ah bah, de base, j'étais passionné, hein. De base, je n'étais pas dedans. Moi, j'ai commencé hein, d'abord chez Bomaye Music. Hmm, Mon premier travail en label était chez Bomaye Music en tant que chef de pro. Non, c'est d'abord sur les éditions. ok. J'ai un peu tout fait parce qu'en label de musique, tu fais tout. Et après, j'étais chef de projet. Donc, j'ai bossé sur l'album de NASA, que Black Ok. aussi. Et voilà, tout ce qui était, tous les artistes du label. Euh, et après, c'était l'aspect marketing parce que j'avais fait des études de marketing, d'économie de marketing. Euh, et moi, j'ai toujours voulu travailler dans l'industrie, en fait, du disque. Ok. C'est quelque chose, dès la fac, tous mes, tous mes devoirs ou tous mes exposés, si je devais choisir une entreprise, j'allais prendre Sony ou Universal ou j'allais prendre en tout cas un label et j'allais faire un travail là-dessus, même si je connaissais rien ou j'avais pas de parents ou de liens qui étaient là-dessus. Mais après, au fur et à mesure que en tout cas en tant que chef de projet, je m'intéressais beaucoup. J'avais accès maintenant à ces données-là. C'est-à-dire, en tant que chef de projet, tu as accès à backstage. Donc, tu parlais de Believe. Donc, du coup, tu as accès à ce backstage-là. Et bah, tu dois faire des corrélations entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Mhm. ce qui se passe sur les ventes et ce qui se passe sur les territoires, etc., etc. Et cetera. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à aimer faire parce que chaque, quasiment chaque semaine, je vais faire un compte rendu des évolutions un peu des artistes. Faire un petit medley de tout et d'informer tout le label. Ah ben, on a telle vente, on a, on a tel single à passer le palier des 500 000 écoutes, etc., etc. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à bah, apprécier ce côté-là, même Mais si ça, c'était j'apprécie encore d'autres. chez Beaumaillé ou c'était C'était déjà... encore chez Boma et franchement, Ok. ma formation en musique, elle s'est fait là-bas. Elle s'est fait clairement là-bas. Donc, Avec je remercie Philo pour m'avoir donné tu sais l'opportunité. que je le connais depuis très très longtemps. Ah ouais, Quand je ouais, l'ai connu, j'avais des dreadlocks et je faisais du rap, pour te dire. Donc je te parle des années 94, à l'époque des deux balles, tout ça. Donc, on se connaît ah depuis ouais. bien avant. Ok, Bien bah, avant. ok, bah, c'est Philo en tout cas qui m'a donné l'opportunité de travailler sur ces artistes. Et de là, dans la compréhension de tout ce qui était data, j'ai avancé là-dedans, quoi. J'ai fait mes propres recherches, j'ai commencé à analyser, mais j'ai toujours essayé de faire des corrélations entre Instagram, Twitter, Facebook, vente. Mhm. J'ai toujours cherché à Shazam, j'ai toujours cherché à savoir qu'est-ce qui influençait quoi, d'où ça venait. Vu qu'aujourd'hui ça vient de partout, une réussite en fait elle n'est plus linéaire, elle n'est plus vente, sortie d'album et bim, chart. Elle peut venir aussi d'Instagram, elle peut venir d'un micro-influenceur comme tu disais avec un Kipembe. Mhm. Et voilà, c'est ces questionnements-là qui m'ont mené à un peu ça. Mais sinon, à la base, j'étais plus dans le marketing Mhm. et plus dans les éditions et mon but, c'était de connaître un peu toutes les parties dominantes du business de la musique. Et En comment tout tu cas, te du travail de retrouves label. et comment tu te retrouves data analyst chez Warner Music. Je rentre chez Warner sur un autre poste, clairement, qui était plus un poste lié au commercial, donc c'était plus un poste de supply chain. Donc là, vraiment, Ah, supply chain j'étais, carrément. en D'accord. fait, un moment, il fallait, ok, je me dis, ok, c'est le moment pour moi de passer au major. Donc, Mhm. by any means, même si je devais faire de la promo, j'allais le faire. Mhm. Parce que voilà, quand tu veux aller quelque part, tu te donnes les moyens. Donc, je rentre en supply parce que j'avais déjà les aptitudes en tant que chef de projet en label de suivre les sorties d'albums, de faire des rétro-planning, travailler sur le physique, travailler sur le digital, etc., etc. Donc, c'est quelque chose que je savais faire.
Donc ça se passe très bien jusqu'au moment où on me propose où il y a un poste qui se libère et je saisis l'occasion et voilà, j'ai performé devant, j'imagine, tout le monde qui s'est présenté sur le poste. Tout simplement. Il n'y a pas eu et après, oui, ce qui s'est passé pendant le confinement, j'ai fait le maximum, oui. Le premier confinement, je me suis dit, OK, là, tu as du temps. Qu'est-ce que tu fais? Donc, j'ai cherché toutes les formations que je pouvais avoir sur la data analyse et sur le marketing analytique. Je me rappelle que c'est vrai que est-ce que c'est pendant ou avant le confinement que j'ai commencé à suivre tes différents tweets et à regarder un peu tes données sur le sujet. Je me rappelle pas vraiment. Tu sais que moi, le 1 an et demi là, de la pandémie, c'est bizarre, mais c'est comme si je suis rentré dans un tunnel et que je suis ressorti et que le temps n'avait pas vraiment le temps avait perdu un peu son pace en fait. Donc je me rappelle pas vraiment de qui, que, quoi, dont, où, mais c'est vrai qu'à un moment j'ai commencé à suivre certains de tes posts. Je pense que c'est sur Twitter. Mais sur Twitter, oui. C'était certaines données que tu disais. Je me disais, tiens, c'est intéressant. Donc, je retweetais ça, etc. Et puis, bon, ça a commencé comme ça jusqu'à... Julie dit, sa passion pour la musique est vraiment fascinante. Beau parcours. Ah, merci. Des fois, je me dis, mais à part la musique, tu sais faire quoi? En vrai, j'ai pas bossé d'autre chose, en fait. Des fois, ça me fait peur. Parce que je me dis... Je pense que je pense que comme tu es quelqu'un qui sait lire les données, et c'est pas quelque chose que les gens sont aussi moi quand je parle aux artistes de mon Spotify for Artists et que je leur explique que moi je suis sur Spotify for Artists et dans Believe Backstage tous les jours je passe à peu près un minimum d'une demi-heure soit le soir, soit le matin, à regarder les tendances de ma propre musique et de mon label et de regarder les chiffres et de regarder quels sont, voilà, et de regarder s'il y a des corrélations entre ce qui se passe dans les données et des événements, des choses comme ça, ou qu'est-ce que la pandémie a changé, et donc à la fin de la pandémie, qu'est-ce que je pense qui va remonter, etc. Quand je leur parle de ces choses-là, les gens parfois me disent « Quoi? Spotify for quoi ?» Et là, je leur dis « Les gars, vous êtes fous, quoi. » Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont pas aussi au fait de ces choses-là. Donc, même si demain, tu sais pas dans la musique, je pense que tu pourras faire la même chose, par exemple, pour un Netflix, pour une plateforme pour des films, pour même des chaînes YouTube. Tu as énormément d'avenues où tu peux aller bien sûr. Quand tu as ce genre de mental, à mon avis. Bien sûr. Mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que je suivais le podcast de Steve Stout. Qui est intéressant. Non, excuse-moi, vas-y, continue. Non, mais je suivais le podcast de Steve Stout qui disait, donc ancien, pour ceux qui sauraient pas, c'est l'ancien manager de Nas, ancien directeur de label chez Sony RCA, donc qui a découvert qui a signé qui on peut citer, qui a raté la signature d'Alicia Keys. Il dit pourquoi, il a expliqué pourquoi il avait raté cette signature, parce qu'elle n'avait pas de piano ce jour-là, à l'audition. Et que, elle a juste chanté. Et que quand il a vu avec le piano, il a compris, en fait. En tout cas, c'était l'anecdote. Mais en fait, il disait qu'aujourd'hui, un artiste, avoir un manager, c'est bien, mais il faut que l'artiste ait un chef, un technology officer. Parce qu'aujourd'hui, il est aussi important que son manager dans le sens où, tout ce qui vient NFT, je vois qu'en plus que tu es très calé NFT avec ce que tu proposes, NFT, crypto, ton manager peut pas toujours tout savoir. Et il conseille aux artistes d'avoir aussi un mec de la tech
consacré à la tech, aux évolutions de marché de la tech dans son équipe pour pouvoir expliquer et surtout appliquer les choses. Et aujourd'hui, j'ai découvert que ce qui est le plus compliqué en fait pour les artistes aujourd'hui, surtout dans le monde du streaming où les revenus en fait ont été divisés par 10 en vérité, parfois même par 50 pour pouvoir gagner de l'argent. Il faut faire un minimum mensuel d'1 million de streams. Et avec ce 1 million de streams, si tu gagnes 3 000 euros, comment est-ce que tu payes ton équipe en fait? Donc très souvent, on dit aux gens, ouais, ton équipe, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une équipe en fait. Donc ils ont très souvent des managers à tout faire, qui sont des managers, bookers et conseillers sentimentaux, tout. Et c'est là qu'est la complication quand tu es encore même un artiste moyen en fait, parce que 1 million de streams mensuels, c'est pas tout le monde qui fait ça en fait. C'est même d'ailleurs très très peu de gens. La plupart font 100 000, 200 000, tu vois, et se rendent compte qu'ils génèrent mensuellement 300 à 500 euros. Et donc, ils sont obligés d'aller faire des shows pour survivre. Et donc, pour eux, de facto, par la force des choses, le plus important pour eux, c'est le booking agent, en fait. Et c'est ça parce que c'est ça leur vrai revenu, c'est les shows, c'est les prestations, c'est et même beaucoup de rappeurs qu'on voit. Et là, je suis même pas juge sur la France, même au niveau des États-Unis. Beaucoup de rappeurs que vous voyez faire les malins dans leurs clips sont pauvres. Énormément. Parce qu'ils prennent des avances qui payent justement ces clips, mais ensuite ils continuent à être dans la rue. Et c'est pour ça que d'ailleurs tu te dis, mais comment vous êtes des stars et vous vous faites abattre parce que ces gens sont encore dans la rue parce qu'ils n'ont pas ils sont dans un business qui continue à être où ils continuent à se rendre compte que ils ont besoin pour pouvoir vraiment gagner de l'argent d'aller continuer à faire des prestats ou continuer à rester dans la rue, etc. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Et c'est pour ça que moi je dis aux artistes, s'entourer d'un data analyst c'est très important, avoir quelqu'un qui est dans la tech c'est important, ok, mais faites vous-même. Regardez plus des artistes comme Ross comme exemple, parce que vous allez pouvoir déjà vous-même comprendre, parce que quand tu comprends pas toutes ces choses-là, tu vas rencontrer quelqu'un un Mark Evan, qui va arriver avec ses lunettes, son sourire, ses dents blanches, qui va, oui, non, data analyst, tu vas dire, qu'est-ce que tu racontes, toi? Fous-moi tranquille, moi je veux faire des shows, tu vois. Donc, c'est là où c'est compliqué pour les artistes, c'est comme ils sont dans une survie la plupart du temps, il faut qu'ils apprennent déjà à eux-mêmes de comprendre les données, de comprendre qu'est-ce qui se passe, combien te rapporte un stream. Moi, je connais des gens qui ont fait 20 millions de streams sur YouTube. Et on leur dit, mon fantastique disque de diamant ou d'or ou de je sais pas quoi. Mais les gars, 20 millions de streams sur YouTube, si c'est 20 millions de streams, par exemple, au Portugal, ça rapporte 10 000 euros. En France, ça rapporte 30 000 euros. Aux États-Unis, ça peut rapporter 100 000 à 200 000 euros. Mais si tes 20 millions de streams, c'est à Brazzaville, par exemple, ça rapporte 0. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où on vous fait croire que chaque stream vaut la même chose. Parce qu'on a besoin de dire, look, he made that number. 1500 streams, c'est une vente d'album. Mais 1500 streams sur Spotify vaut la moitié de 1500 streams j'exagère dans les trucs, mais ça vaut le tiers de 1500 streams sur Tidal, par exemple. Et ça vaut les mêmes 1500 sur YouTube peuvent valoir 0, selon qui regarde et où il regarde. Donc, c'est là où il y a un vrai truc faussé, puisque les gens sont à la course aux chiffres pour, en vérité, pouvoir vendre des shows. Et c'est un truc que moi, je vois depuis très longtemps, c'est que les gens, voilà, il y a des gens qui vont s'acheter 5 millions de streams dans 2-3 semaines pour leur clip,
parce qu'ils veulent que les discothèques appellent pour payer 5 000 € le show. Et donc, tout ça vit sur un espèce de... les marches, en fait, c'est des marches invisibles, mais il y a un moment où la réalité va te rattraper, en fait. Oui, c'est une bulle spéculative, en fait. Exactement, c'est une bulle spéculative. Et c'est pour ça que je te déconseille. Après, bon, les gens à tort ou à raison peuvent tricher, mais je déconseille aussi sur une carrière, c'est déconseillé quand même d'acheter. Parce que faut pas oublier que ces plateformes-là fonctionnent aussi sous algorithmes. Exactement, les algorithmes savent. Et Internet du... Ah, ça y est. Tu as le syndrome de l'Internet. Je voulais dire Internet du pays. Internet de Paris. C'est chaud. Ce que je voulais dire à ce moment-là, c'est que ces algorithmes-là aussi captent des choses. C'est que toi, tu es un artiste basé à Paris qui a une audience peut-être en Île-de-France, et du jour au lendemain, tu as des vues en Inde, en Russie, etc. Ben, quand tu vas sortir le prochain titre, il va se dire, l'humanoïde va proposer ton titre à des gens en Russie ou en Inde. Parce qu'il se dit, mais la dernière fois, son titre a été apprécié par des Indiens. Donc, tu squeezes ta première semaine parce que tu as donné l'information qu'il fallait forcer l'écoute dans cette région. Et vu que c'est de l'algorithme, donc c'est de la répétition future à partir des éléments passés, bah, tu biaises en fait l'acquisition de ta nouvelle audience. Et à long terme, la lecture de ton catalogue est sur des territoires qui ne correspondent pas à ce que toi tu dois faire, ni à ta routine. Et c'est très désastreux. Parce qu'en fait, c'est à ce niveau que ça va arriver. Et après, tes prochains, l'artiste va pas comprendre pourquoi ses futures sorties sont moins fortes que ses précédentes. Et parce que c'est dilué vers des audiences qui ne sont pas réceptives de base à sa musique. Parce qu'elle a fait croire que c'était le cas. Pour lui, l'algorithme ne sait pas que tu as acheté. L'algorithme voit juste que c'est écouté. C'est un autre process qui te dit que c'est acheté. Et ça va aller vers là. Mais l'algorithme dit que, ça marche bien en Inde. Donc, je vais plus te proposer en Inde. Ce qui est faux. C'est ça. Ce qui est faux. Et donc, moi, je déconseille en tout cas à tous les artistes d'acheter parce que c'est pas parce que je veux faire la police des streams, hein. C'est pour te dire ensuite sur le long terme, c'est l'information que tu envoies aux algorithmes, et comme c'est une histoire de catalogue qui doit être placée parce que tu dois connecter ta musique à la meilleure audience possible pour convertir des vrais gens qui vont venir en concert, qui vont acheter du merch, qui vont acheter des NFT, des gens qui vont être concernés par ta musique. Bah, acheter, c'est juste gonfler ces chiffres, quoi. Est-ce que c'est pas finalement une question de patience? Les gens veulent arriver très vite et ne savent pas. Moi, quand les gens me disent comment t'as réussi à faire tout ça, je leur dis en 30 ans. Et là, les gens disent c'est quand même beaucoup. Je fais, non, t'as 20 ans, j'en ai 47, vas-y. Un pas après l'autre. Construit, acquisition de clientèle de façon organique. Et puis parfois, tu as des sauts, hein, parfois, hein, tu fais un tube. Mais c'est... Alors que quand tu achètes des vues ou des streams dans des fausses playlists, parfois tu éparpilles tes vues et tu vas le payer dans tes prochaines releases, sauf si tu payes à chaque fois. Mais très souvent c'est une question de manque de patience, en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette patience de se dire je construis une carrière. Ils veulent des tubes, ils veulent être connus, ils veulent niquer des meufs tout de suite, comme le voisin. Et c'est un métier d'une certaine façon qui a une espèce qui donne l'impression aux gens que c'est la facilité. C'est la même chose en ce moment avec les NFTs. D'ailleurs, je vais répondre à une question de Malcolm. C'est un peu comme les NFTs. Moi, quand je suis rentré dans le NFT space, on était encore entre nous, entre guillemets. Et là, il y a un influx de gens qui sont dans le get rich quick.
qui veulent tous rentrer dans la crypto, qui veulent tous rentrer, machin. Beaucoup de ces gens-là vont ressortir en ayant perdu de leur argent, je le sais. Et c'est à notre profit, à mon profit, généralement d'ailleurs. Mais moi, je suis dans un truc où je fais quand je rentre dans des marchés, je rentre toujours avec une patience, en fait. Ok, je vais construire quelque chose sur les X prochaines années. Moi, quand les gens, par exemple, me parlent de ce show, ah, mais tu sais, tu pourrais. Je dis, calmez-vous, les gars. Ce que je construis ici, c'est du catalogue visuel, audiovisuel, qui va pouvoir être utilisé quand je serai arrivé à 1000 épisodes, en fait. Et quand les gens disent, ouais, mais tu sais, tu pourras avoir X personnes qui regardent, je dis, non, c'est pas important, en fait. C'est pas important parce que ce qui est important, c'est que le jour où il va y avoir un truc comme les interviews, comme l'interview de Yard, ce genre de passage, il y a des gens qui vont venir dans ce show à cause de ça, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, je pense que ce problème aussi, il est lié au fait que je pense que dans les années 90 où tu as commencé, même début des années 2000, si je parle d'Instagram qui est venu en 2014, c'est que les artistes n'étaient pas confrontés aussi facilement à d'autres artistes qui étaient à des niveaux 15 de leur carrière alors que eux ils étaient à des niveaux 2. Aujourd'hui, tu es sur Insta, tu es artiste et tu vois d'autres artistes, mon disque de diamant, mon disque d'or, mais voilà, et toi tu viens de commencer donc tu te dis donc en fait pour toi c'est tellement accessible, mais non, c'est peut-être pas, c'est parce que tu vois. Et le fait d'avoir accès, je pense que à une certaine époque où toi tu étais, tu voyais pas ce que les autres faisaient. Peut-être vous vous rencontrez en concert, en soirée, vous dites ouais j'ai fait ci, j'ai fait ça, et après chacun dans ses avions, chacun dans ses studios. Il est pas en train de scroller la vie. En fait, le jardin de l'autre, l'herbe du jardin d'à côté ne m'a jamais intéressé, sauf s'il y a quelque chose à apprendre. S'il y a quelque chose à apprendre que je peux utiliser pour mes stratégies, oui. Mais comme je suis pas quelqu'un qui vit sur l'ego et qui suis intéressé par la célébrité à la base, et que je ne suis pas impressionné par l'argent puisque j'ai grandi dedans, quand je vois quelqu'un gagner de l'argent ou avoir du succès ou remplir une salle de 10 000 personnes, je suis content pour lui. Donc tu vois, et il y a quelque chose de très vrai dans ce que tu dis, c'est que les réseaux sociaux ont créé chez toute une génération des problèmes de santé mentale, en fait. Puisqu'il y a des femmes qui ne se sentent pas belles parce qu'elles passent leur temps à regarder d'autres femmes. Il y a des gens qui sentent qu'ils ont l'impression qu'ils ont une vie de merde parce qu'ils regardent tous les jours la vie des autres sans savoir si cette vie est une vraie vie. Parce que parfois, il y a des gens, ils rentrent dans un appartement, ils font la photo et ils ressortent 10 minutes après. Il y a des gens, parfois, ils sont là au volant d'une voiture, ils font la photo, mais c'est la voiture d'un pote. Après, on leur dit, pardon, il faut aller sur le chaise passager qui est l'endroit où normalement tu dois t'asseoir. Et beaucoup de gens, voyant la vie des autres et voyant le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de « Oh mon Dieu, tu es tant magnifique, nanana », se disent, tiens, j'ai pas tout ça. Et ça crée finalement une espèce de vide chez beaucoup de gens qui cherchent la validation chez des inconnus. Et peut-être parce que je viens du monde d'avant les réseaux sociaux, moi, je cherche la validation chez mes parents, en fait. C'est si mes parents sont fiers de moi, ou si, quand j'ai fait mon premier zouk, par exemple, moi, je cherchais juste la validation de Kassav. Parce qu'à partir du moment où Kassav me disait « Petit, tu peux », je me foutais de la vie de tous les Antillais de la Terre qui me disaient « Ouais, mais t'es africain, pourquoi ?» Je m'en foutais. Parce que j'avais les boss qui avaient dit « Bien, petit, bien joué, bien joué. » Et tu vois, parfois, tu peux avoir cette espèce de syndrome d'imposteur en te disant « Ouais, écoutez, merci de m'accueillir au sein de votre culture. » Mais quand tu as les patrons de la culture qui te disent « Ah ouais, non, » et puis ils disent ça en direct à la télé,
Après, tu marches calme dans la rue. Tu marches. Moi, je marchais aux Antilles, calme. Hein. Après, une fois que tu es adoubé par Kassav, moi, je marchais en Guadeloupe comme ça.